Place au parti pris, nous rejoignent David Revaud-Dallon pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international et François Langlais pour l'économie. Bonsoir à vous trois et c'est vous qui commencez, David. Alors vous prenez votre place ici, voilà. C'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément la même place pour le parti pris politique. Vous observez ce qui se passe autour des prix à la pompe. C'est consécutif bien sûr à ce dont on parle depuis 2 heures. Et vous dites chasser le naturel, il revient au galop. Pourquoi ? Eh oui, parce que les oppositions rivalisent à nouveau de propositions, d'idées, de mesures pour réduire la facture payée par les Français, qui est un vrai sujet d'inquiétude. Le problème, c'est que il s'agit pour l'essentiel de vieilles rengaines qu'on a déjà entendues et qui parfois résonnent de façon désagréable à nos oreilles. Un certain quoi qu'il en coûte, peut-être. Absolument. Et surtout, donc, elles sont inapplicables au vu de l'état de nos finances publiques. À l'extrême gauche, la France insoumise, d'abord, appelle le gouvernement à bloquer les prix de l'essence. C'est le cas du numéro 2 de LFI, Manuel Bompard. On l'écoute. Ça serait efficace puisque ça permettrait de bloquer les prix au niveau auquel ils étaient avant ce qu'on observe là, qui sont en vérité des mécanismes de spéculation. Et c'est la seule solution qui permet de protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Donc vous bloquez les prix, vous avez la possibilité de le faire. Il y a un décret qui peut être pris en vertu d'un article du Code du commerce et c'est la seule solution possible. Effectivement, le Code du commerce prévoit que s'il se produit une, je cite, situation de crise des circonstances exceptionnelles, une calamité publique, ou une situation manifestement anormale du marché, le gouvernement adopte un décret pour plafonner le prix de certains produits, durée maximum 6 mois. Dernier exemple en date, c'était pendant le Covid, le plafonnement du prix des masques chirurgicaux et du fameux gel hydroalcoolique, on s'en souvient, mais pour l'essence, le dernier blocage, c'était 1990, début de la guerre du Golfe. Déjà. Alors, de l'autre côté de l'échiquier... Pourquoi pas le blocage, alors ? Vous allez voir, j'y viens. De l'autre côté de l'échiquier, à l'extrême droite, président du RN, Jordan Bardella, lui, il appelle à baisser la TVA. Et ce qu'on appelle l'accise sur les produits pétroliers, c'est l'autre taxe sur les carburants. Donc, des deux côtés, la pression monte sur le gouvernement, mais il reste droit dans ses bottes. Pas question de céder à l'une ou l'autre de ces demandes qui, d'ailleurs, je le rappelle, sont exactement les mêmes que proposaient ces deux partis des deux côtés au début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La réponse du gouvernement, c'est sa porte-parole Maud Bréjon qui l'a donnée. Elle estime que toute baisse des taxes est inconcevable. Elle évacue aussi la possibilité de mettre en place un bouclier tarifaire comme celui instauré au début de la guerre en Ukraine en 2022. Je le rappelle, c'était une ristourne de 15 centimes par litre de carburant pendant 4 mois. On voit que ça coûterait 17 milliards d'euros. De passer à 5,5% absolument, TVA sur les carburants. Bon, j'y viens, je vais répondre à votre question, mais j'en rajoute un troisième pour la route. C'est le patron du PS, Olivier Faure, qui lui aussi est rentré dans la danse. Et lui, il propose un chèque énergie pour les plus vulnérables. On l'écoute. Je suggère qu'il y ait une forme de chèque énergie, comme il y a eu un chèque bois, qui permettrait là de cibler les ménages les plus modestes qui ont besoin d'être accompagnés dans ce moment-là. Alors, la réponse à votre question, je vais vous la donner. J'interrogeais un ancien ministre qui est aujourd'hui un pilier de la majorité, enfin de l'ex-majorité à l'Assemblée. Il me le disait il y a quelques heures, je cite, « On n'a pas un rond, il faut arrêter. On n'a même pas 1 milliard à mettre dans tout ça. » Alors, on rappelle... On comprend bien que la baisse de la fiscalité, c'est une ristourne pour le consommateur. Un chèque énergie, c'est une ristourne pour le consommateur. Bloquer les prix, est-ce que ça creuse le déficit des finances publiques ? Absolument, ça creuse le déficit parce que d'abord, on a un problème de recettes fiscales. Ça veut dire que tout ceci dégraderait les comptes publics. Ces 3 mesures dégraderaient les comptes publics. Cette dégradation serait encore aggravée par la guerre qui va freiner la croissance et encore les recettes fiscales. C'est impossible de laisser filer davantage déficit et dette sans être sanctionné par les marchés qui, je rappelle, sont de plus en plus attentifs à notre égard. Fin de non-recevoir donc du gouvernement qui s'est pour l'instant limité à annoncer le contrôle des prix à la pompe de 500 stations service par la répression des fraudes sur 10 800 au total. Vous allez me dire, David, c'est un peu court.
C'est vrai, mais la question, le principal problème, c'est que cette question de la flambée des prix, elle tombe au plus mal à quelques jours de des municipales et de la présidentielle. Contrôle pour ne pas que certains en profitent de la situation géopolitique pour accroître leurs marges. On a vu que ça avait monté de 20 centimes d'euros, grosso modo, un peu plus dans certaines pompes. Donc, cette polémique, elle réactive la question extrêmement sensible du pouvoir d'achat qui est devenue de plus en plus brûlante dans l'opinion ces derniers mois, ces dernières années. On rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, quand même, il était né d'une question sur la fiscalité des carburants, la fameuse taxe carbone. Sujet explosif, le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit l'ensemble des partis politiques demain, 15h à Matignon, pour évoquer ce dossier. Il va sans doute passer un mauvais quart d'heure. Donc oui, LFI et RN appuient là où ça fait mal, mais comme souvent avec de très vieilles recettes que nos finances publiques ne pourraient pas digérer, ce sont des remèdes qui se révéleraient encore pires que le mal. Quelque chose me dit, François, que vous ne devez pas être loin de partager cet avis. Non, c'est vrai, je partage tout à fait ce que dit David. Pour deux raisons. D'abord, les raisons qu'il a exposées. C'est vrai que le coût est très élevé. Le blocage des prix aurait l'inconvénient de rationner. De rationner. Mais oui. Si vous dites à une petite station-service, écoutez, limitez-vous à 1,80 €, elle pourra plus fonctionner, elle pourra plus acheter. C'est pas elle qui se met dans les poches la marge, hein. C'est le raffineur ou les centrales de distribution. Donc, autrement dit, il y a dans cette idée l'arrière-pensée qu'on aiderait financièrement la station-service pour qu'elle maintienne ses prix à 1,80 € par exemple. Oui, mais c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. De toute façon, quand vous ajustez les prix, forcément les quantités s'en ressentent. C'est une mécanique de base. Et le reste, David a très bien expliqué les limites de l'approche budgétaire. Alors, le chèque énergie est peut-être un petit peu différent, c'est plus circonscrit. Le problème, c'est de trouver la cible. C'est très difficile. Vous êtes, monsieur David, vous me dites, je fais 50 000 km par an. Comment le vérifier ? Ça voudrait dire qu'il faudrait envoyer un contrôleur dans votre voiture. C'est impensable. Donc, c'est techniquement compliqué. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que lors du dernier choc énergétique, c'était au moment de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine, collectivement, l'Europe a dépensé 350 milliards d'euros pour soutenir les prix, pour soutenir les consommateurs industriels et particuliers. Si on avait mis cet argent plutôt dans la souveraineté énergétique, dans la réduction de notre dépendance vis-à-vis de l'or noir, est-ce qu'on serait plus mal aujourd'hui, plutôt que d'avoir parié sur le Qatar pour se dégager des griffes de la Russie? Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut méditer. Et on peut remarquer qu'Ursula von der Leyen a fait un mea culpa retentissant en disant c'était une erreur d'abandonner le nucléaire, on s'en rend compte tous les jours désormais. Et pan pour Tata Merkel, qui a quand même été l'artisan. Elle était au gouvernement, je crois. Ursula von der Leyen. Oui, c'était son ministre de la Défense et du Travail. De la Défense, exactement. Non, très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais vous voyez, au moment de l'agression, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se posait beaucoup ici la question de savoir aussi défendre l'Ukraine, soutenir l'Ukraine, c'est soutenir des valeurs, une idée de la démocratie. C'est des gens qui se battent physiquement, qui donnent le sang pour vivre comme nous, pour défendre une idée européenne. Et on se disait, ça vaut aussi un petit sacrifice, un petit serrage de ceinture, et que demander aux Français, de faire un effort financier qui n'est rien par rapport à l'effort militaire. Et donc là, la France était engagée, comme elle l'est aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine. Et c'est bon, on ne se pose plus du tout la question aujourd'hui, alors que là, la lutte est contre un régime tyrannique et absolument terrifiant qui est à l'encontre de tous les principes européens et de ce pourquoi l'Europe s'est bâtie. Et on pourrait exactement dire la même chose. Oui, ça va être dur, mais serrez-vous la ceinture parce que ce qui est en train d'arriver, c'est pour que 92 millions de personnes vivent mieux demain. Et c'est à long terme, ça permettra aussi de faire baisser le terrorisme, de faire baisser la peur et d'amener à mieux pour tout le monde. On ne s'était pas du tout serré la ceinture à l'époque. Parce que je vais citer juste un chiffre très rapide de la Cour des comptes. Entre 2021 et 2024, tous ces dispositifs boucliers anti-inflation énergétique avaient coûté la modique somme de 36 milliards d'euros. Voilà. Et 350 à l'échelle européenne, nous disait François. François, votre parti prééconomique, précisément, ça devait arriver. C'est un scénario de science-fiction, c'est aussi un bras de fer économique avec le géant de la tech Anthropic, quand l'intelligence artificielle ne veut pas faire la guerre.
vous nous racontez cette histoire incroyable. Incroyable et un peu effrayante, à vrai dire. Ça concerne Anthropic, vous savez, c'est l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, entreprise américaine qui vaut pas loin de 400 milliards de dollars, qui a été fondée par 2 frères et sœurs, Dario et Daniela Amodei. Ils travaillaient chez OpenAI, qui est le concurrent, c'est celui qui a inventé ChatGPT, puis ils sont partis en disant OpenAI ne respecte pas l'éthique que nous voudrions imposer à l'usage de cette technologie. Du coup, nous allons monter notre propre société. Ils ont inventé, développé et commercialisé un système d'intelligence qui s'appelle Claude, qui est, selon ses utilisateurs, l'un des plus performants, même plus performant que ChatGPT pour certaines tâches. Meilleur au point que le Pentagone, le ministère de la Défense américaine, a choisi de l'utiliser. Il l'a d'ailleurs utilisé lors de l'opération contre Maduro au Venezuela. Il l'utilise encore dans les opérations militaires contre l'Iran, puisque le commandement central de l'armée américaine Moyen-Orient utilise Claude pour repérer les cibles et simuler le développement des combats. Donc c'est très utile. Ça repérer les cibles. Oui, bien sûr, parce que ça permet d'avaler un nombre incalculable d'informations. Vous savez, on dit, le Pentagone ne l'a pas confirmé, mais que c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on a localisé le fameux guide suprême de la Révolution, c'est-à-dire que la machine a ingéré un nombre incalculable de données et elle a dit probablement notre ayatollah se trouve à tel endroit, et c'est à ce moment-là qu'on a déclenché l'affaire. Incroyable, on parle du renseignement humain avec le Mossad, mais on oublie souvent cette dimension-là. Bien sûr, et c'est d'ailleurs c'est lié, le Mossad lui-même est un utilisateur de l'intelligence artificielle. Et voilà qu'hier, Anthropic a porté plainte contre le ministère de la Défense américain et contre son patron, Peter Hegseth, parce que lors de la dernière négociation commerciale entre les deux entités, pour un contrat de 200 millions, Anthropic a exigé que le ministère de la Défense américaine n'utilise pas Claude pour déclencher des armes qui auraient la possibilité de se mettre en route sans l'intervention humaine. C'est-à-dire à refuser que ces armes puissent tuer de façon autonome, d'une part, et refuser également que Claude soit utilisé pour de la surveillance massive. Le Pentagone a refusé. Il a dit, écoutez, non, nous, on s'engage évidemment à opérer dans le cadre de la loi, mais on n'ira pas plus loin. Et du coup, évidemment, Anthropic a dit, à ce moment-là, on ne vous donne pas notre logiciel. Trump est monté, comme d'habitude, dans les tours, en disant, c'est une entreprise woke de la gauche radicale, il est impensable qu'elle dicte sa volonté à la plus grande armée du monde. Et puis, de l'autre côté, évidemment, Anthropic dit, mais vous détruisez de la valeur si vous nous désignez comme ça, comme un ennemi, parce que l'administration américaine, du coup, a dit Anthropic est une entreprise à risque. Elle l'a désigné comme spécifiquement à risque dans une catégorie qui, jusqu'ici, ne concentrait que les Russes et les Chinois. Et d'où évidemment, ce procès qui va peut-être faire le départ entre les deux disputants. Mais alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans la foulée, le concurrent d'Anthropic, OpenAI, s'est précipité auprès du Pentagone en disant, mais nous, on peut se substituer à Anthropic, on vous fait le boulot. Bon, alors ils disent qu'ils ont demandé des garanties, on peut penser que ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, quand même, ce qu'on voit, c'est que les patrons de la tech résistent à Trump, résistent au Pentagone. Pas tous, justement, vous avez d'un côté le bon et le mauvais, en quelque sorte. Celui qui se plie aux exigences du client, et puis celui qui refuse au nom de valeurs qu'il considère comme fondamentales. Entre-temps, les grands clients privés d'Anthropic, c'est Google, c'est Microsoft, donc c'est pas rien, ont continué à soutenir l'entreprise. Et l'entreprise a été aussi portée par un mouvement très important. D'innombrables téléchargements de Claude ont eu lieu dans les jours qui ont suivi, parce que les gens c'est la galaxie anti-Trump qui s'est dit, voilà, une entreprise sympathique et on va utiliser leur technologie. Cette affaire est intéressante parce qu'elle illustre bien les débats qui se profilent demain avec l'utilisation de l'IA. Débats éternels et fondamentaux. Où placer le curseur entre l'efficacité et la morale, Et c'est pas la première fois que ça se pose, mais on peut penser que ça va se poser avec beaucoup plus d'acuité. Juste une dernière anecdote racontée dans un papier de The Economist qui est paru aujourd'hui. The Economist nous dit, voilà, il y a des techniciens qui ont conçu un système avec un dispositif d'alerte. Le dispositif d'alerte est censé bloquer le système dès lors que l'intelligence artificielle se comporte de façon autonome, qu'elle ne suit pas l'éventail des futurs possibles qu'on a dessinés pour elle. Ils ont déclenché
le dispositif d'alerte, le système lui-même a compris que c'était une alerte fictive et a continué. C'est-à-dire qu'il a refusé d'obtempérer en arguant, en quelque sorte, du fait que et ça n'était qu'un test de simulation et que donc il n'avait pas besoin de mettre en route le dispositif d'alerte. C'est dire les problèmes qui se profilent, on n'est pas à la veille de les régler. C'est Karl dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà le spectre de cette intelligence artificielle qui s'autonomise de plus en plus, qui déjoue les calculs. Oui, David. Passionnant, mais ça montre le décalage, puisque là ça se passe aux États-Unis, cette histoire. Mais nous, en France, d'abord, nous sommes complètement, je pense, l'État, les administrations sont quand même un peu à côté de la plaque en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a eu des choses, mais je pense qu'on est très loin de l'efficacité. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider en termes d'aide à la décision publique, en termes de réforme, etc. Et surtout, nous en parlions avec Abnous juste avant de rentrer, sur les risques que ça fait peser sur nos systèmes démocratiques et sur nos élections. Parce que ce qu'on peut faire au niveau de la guerre, vous venez de le décrire avec l'IA, on peut aussi le faire au niveau des élections, du ciblage électoral, des fake news. Il y a énormément de nouvelles techniques qui existent avec l'IA générative et c'est très inquiétant pour nos prochains scrutins. Moi, je suis plus optimiste, mais bon, ça c'est mon côté optimiste, pessimiste, joyeuse, on va dire. Votre parti pris international, oui. Abnous, quand la Russie, quand Poutine tire les marrons du feu de cette guerre en Iran, c'est-à-dire ? Mais oui, c'était le titre sans concession de l'éditorial de Mark Champion dans Bloomberg le 3 mars 2026 et qui résume parfaitement la situation. Poutine est le seul gagnant certain de la guerre en Iran. Et dans l'éditorial, il écrit « La guerre de Trump en Iran n'aurait pas pu survenir à un meilleur moment pour le Kremlin et à un pire moment pour Kiev. » Et effectivement, nous pouvons que le constater. François en avait déjà parlé d'un point de vue économique. Avant l'intervention israélo-américaine contre la monarchie, le pétrole russe Oural se vendait à $40 le baril, soit bien en dessous du seuil des $59 prévus par le budget du ministre des Finances russe. Depuis l'intervention, le brut russe a bondi à $68,6. Ça le fait. Rajoutons que Washington, pour calmer les prix, a été contraint d'accorder à l'Inde une exemption de 30 jours pour acheter le pétrole russe sanctionné. Résultat, les centaines de millions de barils qui sont bloqués en mer vont trouver preneur. Donc résultat, Moscou il peut que se frotter la main parce que tout cet argent qui va arriver dans ces caisses va permettre de financer évidemment la guerre en Ukraine, sachant que je vous parle pas des soldats, de la chair à canon, des morts, ça, la Russie, ça n'a aucune importance, mais par contre, elle a besoin juste du sonnant et du trébuchant financier. D'autre part, l'Ukraine, c'est tout bête, mais voit s'éloigner, c'était déjà pas évident, mais la possibilité d'obtenir des armes américaines, les missiles Tomahawk, pour pouvoir frapper les lanceurs de missiles russes sur leur territoire ou les systèmes anti-aériens patriotes. Tout l'armement américain étant évidemment mobilisé dans le Golfe et contre la monarchie, et que le réapprovisionnement de ces arsenaux prendra au moins jusqu'à 2 ans. Donc déjà que c'était pas sûr qu'ils puissent toucher ne serait-ce que du bout des doigts, là c'est foutu. Donc là, rebolote, le Kremlin se frotte les mains, et évidemment les pénibles pourparlers trilatéraux Ukraine, Russie, États-Unis suspendus par la guerre, tout bénef pour Moscou qui peut se permettre et de voir prolonger la guerre et de se réjouir de l'impossibilité de voir l'Ukraine monter en armement. Alors on pourrait leur se dire que quand même Poutine étant l'allié, là je mets des gros guillemets, de la monarchie, à un moment ou à un autre elle se retrouvera entraînée dans cette guerre. Que nenni, Poutine a une constante, moi je le résume, c'est la diplomatie de l'abandon. C'est qu'il n'a jamais pratiqué autre chose, il ne lèvera pas le petit doigt pour sauver le régime iranien, comme il n'a rien fait pour sauver le clan Assad. Alors il a accueilli Bachar el-Assad à Moscou, mais c'est genre une figure zombie, il l'a même pas reçu à Moscou. Mais alors c'était un très bon client, Assad. Il lui achetait des armes, il lui permettait un accès privilégié vers la Turquie, autre allié russe. Rebolote, je mets toujours des guillemets quand on dit russe et allié, ça va jamais ensemble. Et surtout, c'est Moscou qui avait mis la main sur les mines de phosphate en Syrie, dont il retirait beaucoup d'argent concrètement. Mais Moscou s'est dit, de toute façon, le clan Assad, on n'arrive pas à le sauver, et en allant quand même intervenir pour le geste, on va perdre. Washington à nous toper sur le doigt. Donc la méthode russe, c'est coût-bénéfice, ça vaut pas le coup, on n'y va pas. Poutine n'avait pas non plus réagi en 2023 quand l'Azerbaïdjan avait envahi le Haut-Karabakh, et pourtant la Russie et l'Arménie ont un traité militaire de coopération, mais Poutine avait laissé le Premier ministre arménien Nikol Pachinian tout seul face aux Azéris, il n'avait pas bougé. Alors, en Syrie et en Azerbaïdjan, peut-être qu'il ne le voulait pas, peut-être aussi qu'il ne le pouvait pas. Non, mais il le veut pas, surtout, non, mais c'est à chaque fois calculer ce que ça vaut la peine. Mais d'autant plus que le 17 janvier 2025,
Poutine avait signé avec Téhéran un traité de 20 ans de coopération renforcée. Bon rien du tout. D'ailleurs, c'était prévisible. En 2019, c'est Poutine qui personnellement avait refusé la demande iranienne d'achat de S-400, c'est le système de défense anti-aérienne, que la Turquie avait acheté à Moscou, même si la Turquie fait partie de l'OTAN, je dis ça en passant, et effectivement la Russie avait dit non mais ça nous arrange pas parce que ça va pas plaire aux Saoudiens et aux Israéliens, donc on va pas leur vendre. Et d'ailleurs à l'époque, l'ancien vice-président du Parlement iranien Ali Motahari avait dénoncé amer l'hypocrisie. La Russie a vendu le S-400 à notre adversaire la Turquie, l'a proposé à l'Arabie Saoudite mais nous l'a refusé. Point. Et ce qui explique qu'aujourd'hui l'Iran ne cherche même pas à demander au régime iranien l'aide de la Russie, ce serait une humiliation supplémentaire parce que elle dirait non. Dimitri Peskov, dans un grand moment d'honnêteté, a résumé la politique étrangère russe. Je cite, la guerre qui se déroule n'est pas notre conflit. Nous devons agir conformément à nos intérêts. Nous devons nous assurer des avantages partout où c'est possible. Et comme à chaque fois, Poutine va sortir ses marrons du feu. Pragmatisme cynique qui ne s'encombre d'aucun allié, d'aucun traité, d'aucune parole donnée. Et on va voir quand ce sera le tour de Cuba. Oui. Parce que ça pourrait ce sera pareil. bientôt. À mon avis, il bougera pas plus un demi-petit doigt. Merci à vous trois pour ces parties pris et merci à vous de nous avoir suivis.